4 heures du matin sonnaient et nous étions tous sur le qui-vive. Au loin, on entendait le bruit d'un train qui manœuvrait. Peut-être celui qui devrait nous emmener à Dachau ou ailleurs, mais nous l'ignorons, et l'oreille aux aguets, je restais attentif au moindre bruit anormal. Soudain, dans le silence absolu de la nuit, le ronronnement d'un moteur de voiture se fit entendre. Un mot d'ordre venu de je ne sais où circula de bouche à oreille. « Habillez-vous vite et sans un mot !» Une grande agitation silencieuse s'empara de la chambrée. Mon père me demanda si j'étais prêt, et je lui fis signe que oui. Chacun se recoucha sous sa couverture, et nous attendions, mais qu'attendions-nous? La liberté ou la mort? Il y a dans la vie des instants où le cœur bat à tout rond, où la tête mal ou trop irriguée ne semble plus répondre, car votre propre corps ne vous appartient plus, ne réagit plus. C'est du moins ce que j'ai ressenti durant quelques secondes. Des bruits de bottes dans le couloir, suivis par le bruit d'une clé qui tournait dans la serrure, me firent reprendre mes esprits, et je me précipitai vers la porte, qui s'ouvrit brutalement. Dans le couloir, il y avait un gardien et 2 soldats allemands, pistolets à la main. J'étais parmi les premiers, et il faisait sombre dans le couloir, mais presque aussitôt que la porte avait été ouverte, je l'avais reconnu. Ce soldat allemand, devant moi, les armes à la main, c'était Fromentin. Un gars que je connaissais pour l'avoir souvent rencontré, place de Jaude, là où nous traînions souvent entre midi et 2, quand j'allais au lycée. Je ne pus m'empêcher de dire son nom en arrivant devant lui. Il y avait dans ma voix de la surprise mêlée d'inquiétude. Il me regarda, me reconnut, et me fit signe de filer vers le fond du couloir, vers la liberté, car il ajouta « Je ne suis pas comme tu dis, maintenant je m'appelle ». Et il me donna son nom de maquis, que je n'eus le temps de saisir, car la bousculade devenait féroce et je fus littéralement propulsé par la foule jusqu'à la sortie. Arrivé sur la place, devant la porte de la prison, je m'arrêtai pour attendre mon père qui me rejoignit très vite. « As-tu vu maman » demandai-je. « Non, mais j'espère qu'ils ne vont pas laisser les femmes dedans. » Un maquisard vint vers nous pour nous faire bouger et il nous montra les camions, mais mon père demanda « Et les femmes ? Il faut les faire sortir aussi. » « T'inquiète pas, elles arrivent, on ne les a pas oubliées. Mais maniez-vous de sauter dans les camions, car on ne veut pas pique-niquer ici. » On traversa la place en courant, et je sautai dans un des camions qui nous attendait. Sur la plateforme, il y avait 2 gars armés qui nous aidèrent à grimper, et je restai à l'arrière pour voir si ma mère allait passer. Dans la lumière du jour, qui pointait à peine, je la vis au milieu des autres femmes, pour la plupart encore en chemise de nuit, et j'allais sauter du camion pour aller l'embrasser, quand les 2 maquisards relevèrent le haillon et le camion démarra. Au bruit que firent les moteurs, je compris que toute la colonne s'ébranlait et que ma mère devait être dans un autre camion, pas très loin derrière nous. Il devait être 4h30 au maximum, et toute l'opération n'avait pas duré plus de 15 à 20 minutes. Ce qui était le plus surprenant, c'est que les Allemands, dont la caserne se trouvait juste derrière la prison, n'aient pas bougé. La rapidité dans laquelle l'opération s'était effectuée avait sans doute été telle que personne n'avait réagi pour donner l'alerte, mais nous n'étions encore dans le don, et tout pouvait encore se produire. La liberté retrouvée me redonna toute ma fougue et mon enthousiasme de jeunesse. Maintenant, je voulais bien mourir, mais les armes à la main, en combattant, et non en mouton qu'on égorge. Avec les 113 autres prisonniers, Jean Zilberman fut exfiltré sur le camp du Chambonnet. Aujourd'hui, ce témoignage, comme celui de Jean Bach, est pour les élèves et pour nous tous une porte d'entrée vers l'histoire et une source de réflexion sur notre engagement envers notre pays.